Chers amis de Paix et Guerre, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle mondoscopie qui sortira demain 19 août 2026. Bon, je pourrais l'intituler « Rien ne va plus », Trump perd les pédales, l'Iran passe à l'offensive et Moscou ne joue vraiment plus, enfin fait tomber les masques, pas seulement les siens, mais surtout les masques, à vrai dire, occidentaux. Globalement, on a l'impression d'une lourde et bruyante dérive d'un pouvoir américain qui s'enfonce dans le déni d'une réalité qui est de plus en plus humiliante, et à force de s'enfoncer, surtout à la façon de Trump, c'est-à-dire en multipliant les déclarations toutes plus absconses et folles, en fait, les unes que les autres, par rapport à ce qui se passe véritablement, en tout cas sur le conflit iranien, dans le conflit iranien, Trump est en train de sombrer dans le ridicule. Je ne sais pas si ça convainc les Américains, parce qu'il est clair que sa préoccupation de politique interne est très importante dans tout ce qu'il raconte, ou s'il croit vraiment ce qu'il dit, mais ce n'est pas possible. En tout cas, cette réalité, bon, moi j'en parle depuis des mois, depuis même des années, à vrai dire, plus globalement d'ailleurs, au-delà du problème moyen-oriental ou même du problème russe, c'est un déclin occidental et de l'empire, comment dirais-je, structuré autour de la puissance américaine, déclin certes relatif, mais enfin qui s'accélère et qui génère des réactions de survie, de refus de tomber, si vous voulez, mais ces réactions, en fait, aggravent son cas au lieu de l'atténuer, de l'aider. Et donc, c'est là, sur le sujet iranien, c'est évidemment une défaite militaire et politique tellement éclatante qui est en train de se produire au Moyen-Orient pour les États-Unis, face à l'Iran, que là, on se demande jusqu'à quel point Washington va pouvoir tenir ces positions tonitruantes, on a gagné, c'est une question de temps, je suis patient, j'attends que les Iraniens se mettent à discuter sérieusement avec nous, etc. Enfin, soyons sérieux. Bon, certes, Washington n'a jamais voulu faire la paix avec l'Iran, mais pour faire la guerre, ça ne marche pas non plus, si vous voulez. Donc, il est clair que, encore une fois, d'un point de vue rationnel, et il faudrait qu'il y ait des gens autour du président américain qui le lui disent, il est très urgent de se retirer et de rechercher un véritable compromis qui sera évidemment l'habillage d'une capitulation en rase campagne. Mais malgré tout, c'est ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez, il vaut mieux, comme diraient les banquiers de nos jours, il vaut mieux prendre ses pertes et repartir, non pas forcément, pas à l'assaut, hein, mais si vous voulez passer à autre chose que de continuer à s'enferrer dans ce désastre. Bon, le problème, c'est que Trump en est incapable psychologiquement, mentalement, structurellement, culturellement. Voilà, c'est un homme qui ne peut même pas comprendre qu'il n'est pas en train de gagner. Et en fait, alors, il est très loin d'être idiot, Donald Trump, et je ne pense pas non plus qu'il soit fou. Je pense qu'il fait une espèce de danse des 7 voiles pour noyer le poisson, mais le problème, c'est que le poisson est de plus en plus gros et on le voit de plus en plus, ça ne marche pas du tout. Il essaie d'escamoter son échec. Donc, il ne sait plus où se trouve le frein, si vous voulez. Il a perdu les pédales, mais toutes les pédales. Peut-être que la pédale de frein, d'ailleurs, pour lui, n'existe pas. Et donc, il erre entre le caprice, caprice, et puis le refus pathologique d'admettre la réalité. En fait, quand on se place avec un peu d'ironie au-dessus de tout ce maelstrom international, notamment au Moyen-Orient, mais pas seulement, depuis quelques années, il est vrai qu'on a, et surtout depuis le retour de Trump aux affaires, on a l'impression d'analyser en fait un bac à sable, si vous voulez, un bac à sable rempli d'enfants insupportables,
d'enfants insupportables. Et c'est un peu la cour de récré du petit Nicolas, si vous voulez. Il y a Nicolas, il y a Eudes, il y a Clotaire. Bon, je ne vais pas vous dire à qui correspond qui. Mais bon, le problème, c'est que là, on ne joue pas avec des billes, on joue avec des ogives nucléaires, on joue avec des missiles, on joue avec des champs de pétrole, de gaz, on joue avec la croissance économique mondiale, on joue avec les populations du monde entier, pas seulement de l'Occident d'ailleurs. Et c'est au-delà de l'enfantin, si vous voulez, c'est infantile, mais c'est extrêmement dangereux. Non pas qu'auparavant la vie internationale ait jamais été calme comme un long fleuve tranquille, bien sûr. Toute la vie des nations, des États, des peuples à travers les siècles est marquée par des caprices, des ambitions personnelles dévorantes, de la cupidité, bien sûr, de la vanité, de la haine parfois. Ou de la bêtise tout simplement. Donc bien sûr, on n'a pas attendu les actuels acteurs pour découvrir ces turpitudes-là, mais là, on atteint quand même des sommets d'indécence, surtout depuis quelques années, d'ignorance, de ridicule, et ça se fait malheureusement, encore une fois, pas avec des billes, mais avec une tentation nucléaire pour s'en sortir, hein. Il y a une fuite, une ancienne députée américaine qui est en bisbille avec Trump, qui a dit qu'il songeait à vitrifier nucléairement l'Iran. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Enfin, si vous voulez, le seul fait de penser, de songer à cela est fou. Donc ça veut dire que, bien sûr, les forces armées américaines sont en train d'être mises face à une impuissance claire et à une impasse militaire, si vous voulez. Elles n'arrivent pas à se projeter par tout un tas de problèmes. Bon, bien sûr, il y a les stocks, bien sûr, il y a la manière dont marche le système militaro-industriel en tant que tel, qui handicape pour des affrontements majeurs. En fait, ça va bien tant qu'on a presque personne en face de soi, mais quand on se met à avoir l'Iran, et je ne vous parle même pas de la Russie, ou encore moins de la Chine, là c'est une autre paire de manches. Et puis bon, l'état de la flotte américaine, on le voit bien, n'est pas brillant, l'état de l'armée de terre non plus, pour tout dire. Et quant à l'état de l'aviation, bon, bah, là aussi, il n'y a pas forcément, alors que l'arme aérienne a toujours été comment dirais-je, l'arme fatale du point de vue américain, et surtout après la fin de la guerre froide, on l'a vu au Kosovo, on l'a vu en Irak, on l'a vu même à la première guerre du Golfe, etc. C'était une espèce de martingale. Bon, bah là, on est face à des limites aussi évidentes, parce que l'adversaire a changé, parce que l'adversaire est musclé lui aussi à sa manière, parce que la guerre a changé, parce qu'il y a des drones, parce qu'il y a des panoplies de missiles maintenant. Bref, donc voilà, on est en fait dans un combat de titans entre des pays et un pays extrêmement pressé, et des pays qui ont tout leur temps, qui ont l'histoire pour eux. Et donc, dans ces miasmes d'un ordre ancien qui s'effondre, il s'effondre parce qu'il était trop inique, parce qu'il était trop indécent, parce qu'il était trop présomptueux, parce qu'il était trop prédateur, parce qu'il était trop paresseux, parce qu'il a trop voulu tout obtenir sans rien donner. Eh bien, il y a de très mauvaises surprises, évidemment, pour le camp occidental. Et je ne suis pas une horrible gauchiste, vous l'avez compris. Donc, je ne dis pas ça particulièrement avec plaisir, j'observe cela. Voilà, je suis une observatrice, donc j'observe cela. Et je pense qu'à un moment, il faut quand même accepter de voir la réalité en face, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Tout va s'aggraver assez rapidement. Chers amis, un mot sur notre partenaire du jour, or.fr. Détenir de l'or physiquement, en direct, sans intermédiaire, savoir ce que l'on possède, où il se trouve, pouvoir le retirer quand on le souhaite, c'est exactement ce que propose or.fr.
Depuis 2011, Or.fr accompagne les particuliers et les entreprises dans l'achat et le stockage de lingots et de pièces d'investissement qui sont issus exclusivement de raffineurs accrédités. Les coffres sécurisés se trouvent hors du système bancaire, en zone sous douane, à Toronto, Zurich, Singapour, New York, et les métaux y sont assurés, notamment via la Lloyds. Avec Or.fr, le client signe directement un contrat avec la société de gardiennage. Il reçoit un certificat de stockage en son nom propre, mentionnant les numéros de série de tous ses produits. En tant que seul représentant légal, le client peut à tout moment se rendre physiquement au coffre sans représentant d'Or.fr pour inspecter ou retirer son stock. Or.fr facilite également la liquidité en rachetant les lingots et les pièces conservées dans les coffres. Et pour celles et ceux qui préfèrent conserver leurs métaux chez eux, il y a un service de livraison disponible en France et dans la plupart des pays européens. Cette communication est fournie à titre informatif et ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée. L'investissement dans les métaux précieux comporte des risques, notamment en perte de capital. Si leur physique vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en description et voir ce que propose notre partenaire. Je remercie beaucoup Or.fr de soutenir notre chaîne et notre travail sur PayGuerre. Donc on a cette espèce de gros enfant qui se tape la tête contre les murs, mais qui en même temps crâne et prétend qu'il enfonce toutes les portes, hein, parce que c'est un peu ça en fait, si vous voulez, Trump. Il fait croire qu'il enfonce tout d'un coup d'épaule, mais concrètement, il ne sait plus quoi faire, il est dans une impasse. Et non, la planète entière ne doit pas lui rendre grâce, pas plus qu'elle doit lui donner le prix Nobel de la paix, pas plus qu'elle doit lui obéir, pas plus qu'elle ne doit se laisser piller les yeux embués de larmes reconnaissantes. Il n'y a vraiment que les Européens pour faire ça. L'exceptionnalisme américain, en fait, est arrivé à ses limites. Il a nourri la puissance américaine pendant des décennies, avec des succès incontestables, surtout en matière de soft power, si vous voulez, d'influence. Parce qu'en matière de hard power, c'est quand même pas un collier de perles de succès militaire américain. Mais voilà, on escamote ce qui cloche, on fait croire que tout va bien. Et là, on voit bien que cette puissance américaine, elle est en pleine éruption cutanée, si vous voulez, d'exceptionnalisme, avec un peu derrière cette idée que vraiment on doit tout aux États-Unis et donc les États-Unis peuvent tout se permettre. Voilà. Et c'est ce discours qui ne passe plus la rampe, qui n'est plus supporté, qui n'est plus supportable à vrai dire, qui est extrêmement dangereux pour les Américains eux-mêmes et pour ceux qui les suivent. Et il faut bien avouer que l'Europe continue naturellement à être sous contrôle à travers l'OTAN et à suivre. Voilà, ce n'est pas parce qu'on parle de souveraineté stratégique européenne que, bien sûr, on se coupe des États-Unis. Tout au contraire, on cherche désespérément à raccrocher les wagons avec Washington. C'est très compliqué avec Trump parce qu'il méprise en fait les dirigeants européens, c'est clair, c'est net, mais on espère bien qu'il ne va pas durer éternellement et que son successeur sera démocrate et que tout reviendra comme avant. Bon, voilà, donc pour l'instant, on est dans cette impasse. Lockheed Martin, la société d'armement américaine à qui on a donné de l'argent pour travailler sur la production en masse d'intercepteurs pour les patriotes, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de terres rares, elle a besoin de tungstène, elle a besoin de plein de choses pour faire des aimants, pour faire tout un tas de composants de ces PAC-3, PAC-2, PAC-3, mais qui ne sont même pas très efficaces, à vrai dire, contre les missiles balistiques, qu'ils soient russes ou qu'ils soient iraniens. Mais enfin, pour faire ça, il faut des terres rares et il se trouve que c'est la Chine qui les a. Donc on ne peut pas tout avoir, si vous voulez. On ne peut pas faire une guerre commerciale avec tout le monde et après s'étonner que ce tout le monde, finalement, s'agrège, se recompose les uns avec les autres en un bloc hostile, en fait.
Voilà, et on en vient à ce qu'on parle désormais de réviser la doctrine nucléaire américaine, parce qu'on se rend compte qu'il y a des limites en fait à la projection de force conventionnelle, pour l'instant en tout cas, et qu'il serait peut-être intelligent d'envisager, de prévoir, si vous voulez, d'abaisser le seuil d'emploi de munitions nucléaires tactiques. Bon, tout ça est extrêmement évidemment inquiétant, parce que plus l'impasse en Iran se manifeste, plus on peut se dire que s'il y a des idées assez folles de ce genre-là qui arrivent dans les esprits de dirigeants qui ne savent pas comment s'en sortir politiquement, en fait. Parce que si vous voulez, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur le fait que vous avez oblitéré la puissance iranienne, etc. Mais enfin, il y a un moment où quand même, on voit bien qu'Ormuz est toujours bloqué, que votre contre-blocus ne sert à rien, que vous avez des problèmes dans vos stocks stratégiques, que ça ne marche pas. Donc non, vous n'avez pas gagné cette offensive. Et bon. Voilà, donc la méthode Trump, c'est-à-dire la méthode du jeu à somme nulle, hein, où l'autre sort, j'allais dire à poil, de l'affrontement, ou même de toute négociation d'ailleurs, et qui est basée sur une espèce de relation radicale, disproportionnée, si vous voulez, entre les États-Unis d'un côté et l'autre, entre guillemets, quel qu'il soit, ça ne marche pas avec Pékin, ni avec Moscou, ni même avec Téhéran, ni même avec les Houthis du Yémen, vous voyez, parce que tous ces gens-là, ils considèrent qu'ils sont aussi les parangons d'une cause. On appelle ça la résistance, donc la résistance à l'empire, la résistance à l'hégémonie, la résistance au pillage, la résistance à l'univocité et à la définition exclusive des canons de la morale, du bien, du mal, du bon, etc. Et donc, tous ces gens-là, en fait, considèrent qu'ils sont les fers de lance de cette résistance. Et désormais, ils s'agrègent les uns aux autres. Et c'est ça qui est quand même inquiétant. Donc, le roi est nu, hein, c'est un géant au pied d'argile. L'attitude met en plus, l'attitude américaine, si vous voulez, met le monde entier en danger. Et c'est ça qui fait finalement la popularité des autres et des grands ou des petits États qui osent se lever contre l'Empire, si vous voulez. Tous ceux qui osent faire quelque chose. Bon, et moi-même, j'ai cru lorsque, et je l'avoue volontiers, j'ai cru lorsque Donald Trump est revenu au pouvoir, en fait, il ferait ce qu'il dirait. Voilà, bon, il n'y est pas arrivé, il n'a certainement pas mis à bas le Deep State, l'État profond américain, il en est environné, il est tenu reine courte, il a aussi évidemment tous ses soutiens financiers, politiques, notamment israélo-américains, qui ont un poids important dans sa prise de décision, c'est évident, on l'a vu là en février très clairement, là aussi c'est des secrets de polichinelle, tout ça maintenant, tout est sorti, et donc en fait il est vulnérable aux influences néfastes des uns et des autres, il est sous contrôle, il est en fait très faible, voilà, et d'ailleurs plus il parle, plus il pérore, plus il est dans sa logorée victorieuse, euphorique, complètement délirante par rapport à la réalité des faits et de la situation, plus on se rend compte qu'il est fragile et qu'on se sert de lui, j'allais dire, on se sert des États-Unis presque comme proxy d'une certaine façon, hein, pour mettre à bas ce qui reste du Moyen-Orient, hein, parce que c'est quand même ça un peu l'idée, c'est de casser ce qui reste. Si on ne peut pas mettre sous contrôle les États, eh ben on les détruit. Voilà, c'est un plan comme un autre. Mais là, il est tombé sur un os avec l'Iran et il est entraîné par Israël dans, à mon avis, dans des prises de décision qui peuvent se révéler tout à fait dramatiques pour les États-Unis eux-mêmes. Bon, il y a beaucoup d'Américains qui le disent, beaucoup de responsables même américains qui l'avouent, qui le reconnaissent, beaucoup d'analystes américains évidemment qui ont fait ce diagnostic depuis longtemps.
Bref, il est ficelé comme un rôti. Voilà, je suis désolée, c'est l'image qui me vient, moi. Il parle à tort et à travers, il fait le malin, il ment comme un arracheur de dents. Alors, dernier mensonge, il explique qu'en gros, il y a des canaux indirects de négociation entre Américains et Iraniens, enfin des canaux non, pas officiels, mais directs, mais officieux, si vous voulez. C'est pas vrai, enfin en tout cas les Iraniens le nient formellement et publiquement, donc bon, voilà. En revanche, oui, il y a bien sûr les Pakistanais qui servent toujours d'intermédiaires entre Iraniens et Américains, mais ça se passe pas très fort puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, l'Iran est en position de force et en fait n'entend pas baisser ses exigences et considère qu'en fait le contenu du MOU là, qui avait été signé, qui est arrivé à expiration d'ailleurs, doit être respecté avant qu'on discute de quoi que ce soit et certainement du nucléaire. Bon. Donc manifestement, que se passe-t-il pour l'instant? En fait, les Iraniens discutent avec les Omanais et les Américains sont furieux parce qu'ils ne sont pas là. Ils essaient d'interférer dans cette négociation. Il s'agit évidemment d'Ormuz. Hein. Maintenant, on parle parfois du nucléaire. Enfin, je pense que le nucléaire, on est très très loin maintenant de s'intéresser à la question nucléaire parce que manifestement, il n'y a rien à faire. Et ça n'était pas d'ailleurs le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le problème qu'a créé Trump en attaquant l'Iran avec Israël, c'est-à-dire le blocage et le passage, comment dirais-je, au compte-gouttes et sous contrôle iranien des navires. Bon, donc Trump est furieux d'être éjecté des pourparlers entre Omanais et Iraniens, et maintenant il menace de bombarder Oman. Voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il peut faire, c'est tout ce qu'il sait faire, c'est tout ce qu'il ne peut même plus forcément faire, en tout cas sans dégâts en retour. Les Iraniens ont d'ailleurs prévenu. En fait, il n'en revient pas, finalement, qu'Oman ne lui lèche pas les bottes, alors que si on se souvient un peu de la séquence qui a juste précédé le début des frappes américaines et israéliennes, vous vous souvenez qu'Oman était le médiateur et qu'Oman expliquait que les pourparlers allaient bon train, qu'on allait vers un accord, etc., alors que les Américains se préparaient à taper, en fait. Donc, c'est une vaste mascarade, tout ça, une vaste supercherie. Et après, ils s'étonnent qu'Oman n'obéisse pas. Si vous voulez, c'est fou, voilà. Alors maintenant, la nouvelle Magic Bullet, hein, n'est-ce pas, américaine, c'est de nouveau le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent qui la sort en expliquant qu'il veut relancer des sanctions extrêmement fortes, relancer la politique de pression maximale économique sur l'Iran, sur la société iranienne, etc., pour les amener à capituler, parce que c'est toujours la même idée. Si on amène les vainqueurs d'un conflit que l'on a perdu, on espère les amener à capituler. C'est un peu comme l'Ukraine et la Russie, si vous voulez. Bon. Mais voilà, c'est ce qu'ils veulent faire. Le problème, c'est qu'il rêve complètement, le pauvre Scott Bessent, parce qu'on n'est plus en 2015, on n'est plus au moment de la conclusion du JCPOA, on n'est plus au moment où, en fait, les deux grands soutiens de l'Iran d'aujourd'hui ne l'étaient pas alors, la Chine et la Russie, qui se conformaient aux sanctions américaines, qui jouaient le jeu, si vous voulez, de l'accord sur le nucléaire iranien, dont Trump s'est retiré, sous pression américaine interne et israélienne bien sûr, mais enfin il s'en est retiré en 2018, ce n'est pas les Iraniens qui s'en sont retirés. Donc, en fait, l'Iran est désormais dans un trio extrêmement fort, extrêmement... Je pense que je vais d'ailleurs aller plus profondément dans cette analyse, parce que là, je n'ai pas le temps, dans une clé du monde. C'est toute la différence, si vous voulez. C'est-à-dire, Bessent, là, il a une idée qui, en fait, a 10 ans de retard, si vous voulez. Parce que on n'est plus du tout dans la même configuration.
Et en fait, au-delà même de l'Iran et de la Chine, il y a tout un tas de pays, y compris dans le Golfe, qui peuvent avoir tout intérêt à aider l'Iran à contourner de nouvelles sanctions. Il ne faut pas oublier qu'il y a désormais comment dirais-je, non seulement il y a des alliances militaires ou des pactes ou des partenariats stratégiques divers entre la Russie et l'Iran, entre la Chine et l'Iran, mais il y a aussi une capacité bien moindre, enfin une présence bien moins importante du dollar dans le commerce entre l'Iran et les autres pays. Grâce au système mis en place par les Chinois, il y a déjà... tout ça a commencé en fait, tout ça a commencé vers 2015-2016, c'est-à-dire au moment de cet accord, et surtout à partir de 2018, quand les Américains se sont retirés, et là, c'est là qu'on a commencé à voir monter en puissance l'idée d'une alternative au dollar pour les accords. Alors, il ne s'agit pas de remplacer le dollar, mais il s'agit d'échapper à la capacité des Américains à surveiller et à contrôler en fait les échanges et à interdire les échanges à partir du moment où le dollar était engagé. Donc, si vous voulez, c'est pas encore le yuan, le renminbi qui a remplacé le dollar, très loin de là, mais il y a un dérivatif, enfin une dérivation possible, si vous voulez. Et d'ailleurs, qui n'est pas utilisée que par l'Iran, bien sûr, pour contourner des sanctions. Il y a tout un tas de pays qui sont en train, à travers les BRICS, d'arriver finalement à se protéger, en fait, des États-Unis et de leur capacité à édicter des sanctions et à faire tomber des économies, des monnaies, quand ça leur chante, quand on ne leur obéit pas comme ils le souhaitent. Donc si vous voulez, pour qu'un pays soit vraiment isolé, pour que Bessent ait un plan qui puisse marcher, il faut qu'il n'y ait pas de lien avec des économies fortes, puissantes, majeures, comme le sont la Chine ou la Russie, qui existent et qui veuillent encore commercer avec ce pays. Bon, c'était le cas en 2015, parce que tout le monde était engagé dans cette idée d'un accord à respecter sur le nucléaire iranien, et l'Iran lui-même, il l'était. Ça n'est plus du tout le cas en 2026, évidemment. Entre-temps, il y a eu l'Ukraine, il s'est passé énormément de choses. Donc la Russie et la Chine se sont rapprochées. Bref, tout ça, la configuration géopolitique n'est plus du tout la même. Et la deuxième condition, c'est évidemment que le commerce international, ou l'immense majorité du commerce international, se fasse en dollars. Sinon, évidemment, il y a des voies de contournement et on peut trouver des banques, et là, il y a la banque des BRICS déjà, qui, elle, ne répond pas à Washington, si vous voulez. Elle n'est pas là pour ça. Donc, en fait, les Américains sont tout à fait coincés. Voilà, ils sont tout à fait coincés. À mon avis, ça va faire pchit, ce plan de Bessent. Il n'y a aucune raison pour que ça marche, parce que la configuration géopolitique, géoéconomique, géofinancière n'est plus du tout la même, et que désormais, ce trio agissant Iran, Russie, Chine, c'est pas seulement d'ailleurs la guerre au Moyen-Orient qui l'a déclenché, je vous dis, ça date vraiment, ça n'a fait qu'accélérer, ça date de 2015-2018, dès qu'on a vu que, en fait, les Américains allaient se retirer de cet accord que les Iraniens avaient finalement accepté de signer après des années de négociations, etc., etc. Donc, s'ils cherchent à imposer ces sanctions, une grande partie de la planète va les contourner, soit par nécessité, soit par avidité. En tout cas, je ne pense pas que les dispositifs américains donneront des résultats intéressants en termes de déstabilisation du pouvoir iranien. D'ailleurs, parlant des pays du Golfe, il se dit que les Émirats arabes unis, qui cherchent peut-être à se faire pardonner leur participation importante à l'agression contre l'Iran le 28 février dernier,
aurait convoyé dans les avions de MBZ lui-même, aurait donné à l'Iran, ou apporté à l'Iran, alors contre quoi? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un remboursement? Est-ce que c'est une partie des avoirs qui étaient gelés aussi à Abu Dhabi? 3 milliards de dollars, pas une paille, et 2 tonnes d'or. Voilà. Donc on voit bien que la fameuse unanimité des pays du Golfe, du fait des pressions ou des incitations fortes américaines et parfois israéliennes, ne produit pas du tout voilà, de son de cloche uniforme. Certains pays du Golfe, et à mon avis un grand nombre, à vrai dire, des pays là de la région, dans le voisinage immédiat de l'Iran, savent très bien qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que les frappes ne reprennent et qu'il faut plutôt commencer à compter avec un Iran qui ressort encore une fois en majesté de la guerre qui lui a été faite, qui lui a été déclarée. Donc ça, il y a ça. Il y a MBS, donc cette fois-ci pas MBZ aux Émirats, c'est MBS en Arabie Saoudite, le prince héritier, qui aurait appelé plusieurs fois, alors qui aurait reçu le Centcom américain qui était venu lui demander des facilités de passage, de participation, de survol, bon bref, pour d'éventuelles attaques réitérées contre l'Iran, donc ce qui prouve que les options les plus folles sont toujours en lice. Donc il l'a bien reçu, il a reçu le Centcom, mais il a quand même appelé, après l'avoir déjà appelé une fois d'ailleurs, il a rappelé Trump pour lui dire que franchement, c'était pas une bonne idée, qu'il était urgent d'arrêter de frapper l'Iran en fait, parce que les conséquences seraient dramatiques pour toute la région, mais aussi pour les États-Unis à la fin des fins. Bref, que personne n'y avait intérêt, même dans le camp des ennemis, des adversaires ou des rivaux de l'Iran, sans même parler des États-Unis ou d'Israël eux-mêmes. Bon. Je passe à la Russie, j'essaie de vous en parler très vite. Ce qui est clair, c'est que la force du lien entre Moscou et Téhéran, donc je vous en reparlerai là-dedans, je vais faire une clé du monde en fait là-dessus, ce sera plus simple, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. La force du lien Moscou-Téhéran, c'est aussi l'une des conséquences de la guerre en Ukraine et des attaques dans la profondeur du territoire russe par l'Ukraine. Donc la Russie elle-même, elle poursuit son durcissement, à la fois rhétorique et pratique. Lavrov a donné une conférence de presse assez glaciale récemment, sur laquelle je vais revenir. Donc en fait, Moscou ne joue plus du tout le jeu qui consistait à regarder ailleurs et à faire comme si l'Ukraine agissait, n'est-ce pas, et frappait le territoire russe, et frappait des éléments de la triade nucléaire russe, et essayait de frapper le Kremlin, Moscou, la résidence de Poutine, etc., etc. Elle est passée en fait à un stade qui n'est pas celui de la réponse à l'escalade ukrainienne par une montée en puissance trop grave, entre guillemets, des actions russes, mais néanmoins sur le terrain, on voit bien qu'il y a une accélération des opérations et en intensité aussi une évolution. Grave. Il y a eu bien sûr tout ce qui s'est fait avec le fait que la Russie a coupé l'Ukraine tout simplement de la mer Noire, donc d'Odessa. Donc Odessa ne sert plus à rien, ni pour les armes, ni pour le grain, ni pour quoi que ce soit. Et bon, pour l'Ukraine, c'est évidemment dramatique. D'autant qu'on pouvait penser qu'il y aurait des voies alternatives pour l'Ukraine avec le rail, mais enfin il y a quand même beaucoup de sabotage par des pro-russes ukrainiens, des locomotives, des wagons et des voies ferrées. Bon, certes, ça peut être réparé, ça peut être remplacé, mais en fait tout ça prend du temps. Il est vrai que tout ça, c'est une réaction aussi aux frappes ukrainiennes, mais encore une fois, aux frappes ukrainiennes qui sont en fait instrumentales, et c'est tout le sens de l'intervention de Lavrov sur laquelle je vais revenir, aux frappes ukrainiennes en mer d'Azov, même en Caspienne d'ailleurs, et en mer Noire,
sur des cargos russes qui transportent aussi du grain, sauf que, bon, il faut savoir que la Russie, elle produit énormément de grain, elle en produit et elle en donne, enfin elle en vend, ou elle en donne d'ailleurs, beaucoup à l'Égypte, et que derrière tout ça va nourrir une partie de l'Afrique. Donc en fait, les Américains et les Britanniques, en initiant notamment cette campagne, mais c'est au-delà de la campagne des 40 jours de terreur, n'est-ce pas, sur la Russie, qui n'a pas donné les résultats escomptés manifestement, mais campagne de frappe dans la profondeur russe, finalement, on est en train, les Américains et les Britanniques et les Européens derrière, sont en train de menacer en fait la sécurité alimentaire d'une partie de l'Afrique. Hein. Voilà, il faut quand même être clair. Ça, c'est une responsabilité quand même très lourde, je trouve, qui n'a pas l'air de gêner grand monde. En tout cas, bon, les opérations russes se poursuivent et s'intensifient. Il y a aussi d'étranges frappes qui ciblent des installations européennes liées aux fournitures militaires de pays de l'OTAN à l'Ukraine. Donc il y a eu hier, une frappe sur une usine en Finlande, mais il y a eu une frappe en Bulgarie le 10 août sur une autre usine, et en Italie sur une usine de munitions de KNDS. Vous savez, c'est un groupe franco-allemand qui produit non seulement des munitions pour les canons de 155, mais qui produit aussi des chars, qui cherche le successeur du Léopard 2 allemand, qui intègre tout un tas de productions aussi françaises, bien sûr, les Pumas, les Guépards, le canon César, enfin bon, bref, un groupe important de défense européen. Alors, est-ce que c'est des attaques qu'on peut imputer à la Russie? Est-ce que c'est une nouvelle phase de la guerre hybride, en fait, hein, qui se joue entre l'Europe et la Russie? C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que Moscou, même si elle ne relance pas l'escalade ukrainienne, et heureusement, elle répond de manière de plus en plus désinhibée quand même aux attaques ukrainiennes, qu'elle considère purement, entre guillemets, vraiment comme des attaques déportées en fait de l'OTAN contre elle. Voilà, pour être clair. Elle considère vraiment en fait, l'Ukraine, et d'ailleurs elle fait ça aussi au Moyen-Orient, l'Ukraine, hein, elle envoie des mercenaires, des troupes, des gens, etc. Elle essaie en fait de se montrer un bon petit soldat pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne et d'une certaine façon pour les autres Européens, en permettant, puisque c'est elle à laquelle on attribue toujours les attaques, en faisant comme si les Ukrainiens étaient autonomes et produisaient leurs armements, elle permet ce qu'on appelle en anglais la plausible deniability, c'est-à-dire la capacité pour les États-Unis ou pour la Grande-Bretagne de dire non, ce n'est pas nous, ce sont les Ukrainiens qui frappent. Voilà. Nous soutenons l'Ukraine, mais c'est l'Ukraine qui frappe, c'est pas nous. Nous ne sommes pas co-belligérants. Et c'est dans ce cadre-là que je vais terminer mon intervention rapidement en vous parlant donc de ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères russe récemment. Il a donc donné une longue interview qui a été diffusée à la télévision d'État russe le 14 août dernier, il y a quelques jours. Et il est revenu en fait sur ce qu'est l'état de la relation russo-américaine aujourd'hui. Bon. Et en gros, c'est un espèce de grand écart, c'est-à-dire il a clairement dit que les États-Unis n'étaient pas du tout simplement un intermédiaire, ils étaient partis au conflit. Voilà, donc il a éventé le poteau rose, si vous voulez. Donc parti au conflit, mais en même temps, Washington reste le seul pays avec lequel la Russie est prête à discuter d'une éventuelle fin de la guerre. Mais une fin de la guerre, encore une fois, pas n'importe quoi, pas un espèce de cessez-le-feu. Il s'agit de faire un véritable accord
sur des bases sérieuses, etc., etc. Vous connaissez par cœur les termes, qui sont ceux d'une négociation vue du côté russe. Encore une fois, voilà, les Russes qui ont la main militairement et qui considèrent qu'il n'y a aucune raison pour eux de s'arrêter, sauf si c'est pour, évidemment, un accord de fond et d'ensemble sur, bien sûr, ce que doit et peut devenir l'Ukraine, mais évidemment sur la sécurité européenne et donc leur sécurité. Voilà. Donc, Lavrov quand même a été très très clair. Il est revenu, il a dit qu'il croyait que les États-Unis étaient bien plus impliqués qu'on ne le disait dans l'organisation et la perpétration des frappes ukrainiennes sur le territoire russe. Voilà, Washington ne l'admet pas, mais c'est un fait. Que cette intervention s'étendait jusqu'à la fourniture de renseignements, ce qui est très grave. Hein, c'est très grave. Pas seulement, c'est même pas du soutien satellitaire, etc. C'est du renseignement sur ce qu'il faut taper, comment on va le taper, et on est d'accord pour que vous le tapiez. Voilà. Puis après on fait. Voilà. Donc, il a dit que Moscou avait soumis au département d'État un questionnaire, enfin un ensemble de questions, en demandant des clarifications sur cette intervention, sur les modalités du soutien en fait américain dans ce domaine, dans le domaine du renseignement, notamment à l'Ukraine. Parce que cela aidait à taper des infrastructures civiles en Russie, des raffineries de pétrole. Bref, si vous voulez, en fait, Lavrov, là, et Poutine viennent de dire à Trump, en gros, on sait que c'est toi, maintenant tu vas être clair, soit tu vas cesser, soit tu vas continuer, mais ne t'étonne pas de ce que nous sommes en train de faire, entre guillemets, en riposte, en représailles, c'est-à-dire notamment sur toute la chaîne des fournitures militaires occidentales à l'Ukraine. Voilà. Donc, bon, il a dit que la Russie était déterminée, qu'elle était déjà en train de le faire, mais qu'elle allait continuer à démanteler avec tous les moyens nécessaires tout ce qui nourrissait la machine de guerre ukrainienne et qui venait de l'Ouest. Donc ça veut dire attaquer en Ukraine. Et comme je l'ai dit un peu plus haut, il y a peut-être aussi des coups de semonce sur des infrastructures en Europe, je ne sais pas, ou alors c'est des faux drapeaux ukrainiens, je n'en sais rien. Mais en tout cas, en Ukraine, c'est sûr, attaquer tout ce qui permet à l'Ukraine, si vous voulez, de recevoir les composants, les armements, de les assembler, tout voilà. Bon, mais en même temps, diplomatiquement, il a dit que, Moscou était toujours d'accord pour discuter sur le fond et sérieusement avec les Américains, mais pas avec les autres, hein, ce qui est une façon de dire que voilà, les Européens, là, c'est bon, ça ne sert plus à rien. Il l'a d'ailleurs expliqué que tout ça, que c'est ce qui s'était passé au moment d'Anchorage, que à peine Trump était-il revenu d'Anchorage et de sa rencontre avec Poutine en août dernier, que les Européens s'étaient précipités à Washington, je crois, pour aller lui demander des comptes et lui dire qu'il voulait être là et lui dire qu'il fallait surtout pas faire d'accord avec la Russie, etc., etc. Donc voilà, les Russes ont fini de trouver tout ça drôle en fait. Et en plus, Lavrov, et ça n'est pas neutre, même si ici on considère que c'est le narratif russe ou c'est de la propagande, etc. Mais enfin, pour les Russes, ça existe et c'est ça qu'on doit comprendre et prendre en compte. Il a dit qu'il était hors de question en fait de s'arrêter maintenant sur les lignes de contact, si vous voulez, parce que ce serait trahir le sacrifice fait pendant la Deuxième Guerre mondiale par la génération de Russes qui avait défait les nazis, en fait. Et ça, c'est une manière de redire
non seulement qu'il faut dénazifier l'Ukraine, comme les Russes le disent depuis le début de l'opération militaire spéciale, mais c'est une manière de dire aussi que le problème pour la Russie n'est pas tant territorial qu'existentiel. C'est une menace bien plus grave, bien plus lourde pour eux que simplement un problème de territoire. Voilà. Ce que ni l'Europe ni les États-Unis, bien sûr, n'admettent comme justification de la réaction russe et de l'invasion russe de l'Ukraine en février 22. Voilà, donc écoutez, je peux pas en fait poursuivre trop parce qu'après on va m'expliquer que c'est trop long, pas forcément vous, mais ceux qui m'aident à faire ces émissions. Je vous remercie de liker, de partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, bien sûr de vous abonner à Paix et Guerre si ce n'est pas encore fait, de nous soutenir dans la mesure de vos moyens, bien sûr par Tipeee, c'est toujours possible, mais c'est aussi possible en devenant membre du Cercle des Amis de Paix et Guerre, et je m'en réjouirais évidemment si je voyais grimper ce petit curseur-là. Donc les liens sont en description, c'est très facile, voilà. Et surtout, je vous donne des contenus exclusifs. Donc là, je vais faire une clé du monde donc sur B7 en fait, et sur cette utopie, à mon avis, américaine, qui est vraiment le reflet d'un grand désespoir. Je vous ai dit il y a 15 jours qu'ils avaient demandé à tous les analystes militaires du renseignement d'avoir des idées géniales pour savoir comment est-ce qu'on peut encore mettre la pression sur l'Iran. Si c'est ça qu'ont trouvé les analystes militaires, relancer juste les sanctions dans le contexte géopolitique actuel, ça me semble assez peu judicieux. Donc je vais vous faire une clé du monde là-dessus. J'ai aussi trois ou quatre autres sujets en fait en tête. Les vacances me permettent de réfléchir un peu plus largement. Donc voilà, si vous voulez devenir membre du Cercle des Amis de Paix et Guerre, n'hésitez pas, ce serait formidable. Et il y a bien sûr aussi les grands directs que nous avons ensemble une fois par mois, le premier dimanche du mois généralement, pendant 1h30 où on peut se parler et revenir sur l'actualité du mois écoulé. Je vous souhaite une très belle soirée, chers amis. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai encore été un peu longue. Bon, voilà, à très vite. Au revoir.